Salut! Je suis vraiment content d'être ici, même de façon virtuelle, pour faire ce talk sur Server-Side WebAssembly au Volcamp. J'aurais bien aimé être sur place, mais bon, la situation sanitaire a décidé autrement. Bon, laissez-moi commencer par me présenter et présenter l'entreprise pour laquelle je travaille. Je m'appelle Horacio González. Les petits accents que vous arriverez peut-être à percevoir si vous vous concentrez viennent du fait que je suis espagnol. Et malgré plus de 20 ans à la pointe de la Bretagne, l'accent ne part pas. Bon, ça tombe bien, moi non plus, mon accent et moi avons décidé de rester ici. Je travaille chez OVH Cloud, où je m'occupe de pôle relation avec les développeurs. C'est que dans d'autres boîtes, on appelle developer evangelist ou developer advocate. Et aussi, je suis assez inséré dans les communautés de dev de la pointe de la Bretagne. Et je fais des conférences, j'organise des conférences, des meet-up, un podcast bimensuel appelé Les Briques de Web et plein d'autres choses. Et OVH Cloud, bon, j'imagine que vous nous connaissez, mais au cas où vous ne nous connaissez pas, on est un des leaders mondiaux de hosting et de cloud. On est dans les top 10 mondiaux, les seuls européens à cette place-là. Et on est plus petit que nos amis de l'autre côté de l'Atlantique, mais on a une gamme de produits qui va de web hosting jusqu'à cloud, en passant par les serveurs DDL, le stockage et en cloud privé. Et on a une présence partout dans le monde. Donc, la prochaine fois que vous aurez une appli à déployer, une infrastructure à monter, avant d'aller directement voir nos amis de la Silicon Valley, jetez un œil à notre site. Je pense que vous allez être surpris agréablement. Et je suis là ici pour parler de WebAssembly. Mais attends, WebAssembly, ça c'est un truc plutôt front-end. Pourquoi j'ai proposé ça côté back-end? Pourquoi parler de WebAssembly server-side? Bon, je vais commencer par expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est WebAssembly pour pouvoir après expliquer pourquoi pour un développeur back-end c'est quelque chose d'intéressant. Pourquoi ça vaut le détour? Quand on commence à parler de WebAssembly, il y a souvent plein de questions. Il faut croire qu'on n'a pas réussi à expliquer clairement à quoi ça sert et pourquoi. Les gens me demandent, oui, mais qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce qu'il va remplacer JavaScript? Plus de React, plus d'Angular, plus de Vue, on va tout coder en Rust avec WebAssembly? Est-ce que ça veut dire que maintenant mon stack front est complètement obsolète? Et en fait, pas du tout. C'est en même temps plus simple et plus compliqué que ça, comme souvent dans la vraie vie. Donc, WebAssembly, c'est un format binaire, un format bas niveau binaire. C'est pas un langage de programmation, c'est plus un target de compilation. Ça veut dire qu'on va pouvoir écrire des codes en plein de langages différents. C, C++, Rust, TypeScript et même Python. On va les donner à un compilateur et ce compilateur va nous sortir un, laissez-moi l'appeler comme ça, un bytecode WebAssembly. Parce que basiquement, l'analogie Java se prête très bien. C'est un format binaire de bas niveau, un bytecode. Et comme tout bytecode, il va tourner sur une machine virtuelle. Dans ce cas-là, c'est des machines virtuelles très petites, très efficientes, basées sur une pile et qui sont aujourd'hui présentes dans tous les navigateurs modernes. Chrome, Firefox, Edge, Safari. Pour qu'un navigateur aujourd'hui se considère un navigateur, pour qu'il soit en phase avec les standards, il doit implémenter WebAssembly parce que c'est un standard aujourd'hui au même titre que HTML, CSS et JavaScript. Et il peut aussi tourner sur Node.js. Ça va nous ouvrir la porte à beaucoup d'utilisations côté back-end. Mais laissez-moi continuer. Ok, ce format à bas niveau, ces machines virtuelles, quels sont ses avantages? Il était pensé pour être très, très rapide et efficient. Il va tourner dans un navigateur. Donc, l'efficacité, la efficience, la vitesse, c'est un critère primordial parce qu'il va ajouter quelques couches entre les hard et lui. En même temps, il va s'exécuter dans un navigateur, au moins dans l'idée de les gens qui l'ont créé. Donc, c'était très important qu'il soit memory safe et sandboxed, que tu ne puisses pas sortir de périmètre, que si tu allais exécuter des WebAssembly dans un site, ça ne puisse pas interférer avec ce qui se passe dans d'autres onglets de ton navigateur, ni en voulant de faire, ni par hasard,
Donc, il doit être complètement sandboxé et memory safe. Il est ouvert et déboggable depuis le début. Et déboggable, il veut dire que même si le langage est en format de bas niveau binaire, il y a une représentation textuelle qui va à côté pour permettre de faire de vrais debugging dans un navigateur et hors navigateur. Et surtout, comme je disais tout à l'heure, ça fait partie de la plateforme web. C'est un standard comme HTML, CSS, JavaScript dans tout navigateur. Mais surtout, n'est pas pensé pour remplacer JavaScript. Il est pensé pour travailler main dans la main avec JavaScript, pour les complémenter, pour les compléter, pour aider à créer des expériences web meilleures. Au moins, c'était ça pour lequel il était pensé au début. On va voir qu'on peut le détourner pour plein d'autres choses. Qui utilise WebAssembly aujourd'hui? Plein de monde, sauf qu'il l'utilise pas, comme on vient d'expliquer, pour des sites web complets. Il l'utilise pour avoir une bibliothèque par ici, un truc par là, et un moteur d'accélération graphique par ici, un moteur physique par là. La preuve, regardez qu'est-ce qu'on a là. On a des gens comme Google Earth pour pouvoir faire tous les voyages en 3 dimensions sur la planète. On a des moteurs de jeux comme Unreal et Unity parce qu'au moment où tu peux compiler tes jeux en C, C++ vers WebAssembly, tu peux les exécuter dans un navigateur. On a par exemple AutoCAD qui a pris une ancienne version d'AutoCAD et en quelques semaines, il a rendu exécutable à 100% dans un navigateur. On a Figma, on a Qt. Pour eux, c'est une belle façon de les mêmes codes sources pouvoir générer une appli client lourd et une appli navigateur. Bref, il y a beaucoup de monde qui a ces problématiques-là de mettre des choses qui n'ont pas été pensées pour le web dans le web. Pour mieux comprendre WebAssembly, on va se plonger un petit peu dans son histoire. C'est souvent la meilleure façon de comprendre le pourquoi de comment. L'idée d'exécuter d'autres langages que JavaScript dans les navigateurs est une idée ancienne. On le voyait déjà dans les siècles derniers, 98-99, avec les applets de Java, que via un plugin, il permettait d'exécuter des codes Java dans un navigateur. Bon, si tu n'avais pas les plugins, ça ne marchait pas, bien entendu. Il était très très lent, bien entendu, mais ça ouvrait une possibilité. Plus tard, vous vous souviendrez peut-être de Flash, qui pouvait nous permettre d'avoir des jeux, des applications et tout type de virus dans un navigateur, aussi avec un plugin. Et Flash a disparu le jour où Steve Jobs a annoncé qu'il mettrait jamais Flash sur l'iPhone. Pourquoi? C'était aussi un autre plugin. Les deux technologies avaient une chose en commun, c'était externe à la plateforme web. La solution ne faisait pas partie de la plateforme. De cette façon-là, un utilisateur, déjà, il n'y avait pas ces briques-là installées de base. Et ensuite, au moment où une partie importante des marchés, tous les iPhones, les navigateurs récents disaient non, on ne va pas incorporer ça, la techno ne servait plus à rien. L'idée était donc utiliser un autre type de techno pour exécuter ces autres langages dans les navigateurs, mais les rendre standards. Et comment on est arrivé là? De la façon la plus bizarre qui soit. En 2012. En 2012, le navigateur était une plateforme déjà assez mûre. Et déjà, on commençait à se dire, ouais, on pourrait exécuter presque tout dans les navigateurs. On pourrait exécuter des jeux, mais des vrais jeux. Et quelqu'un s'est dit, chiche, j'aimerais bien exécuter Doom, le Doom original, dans les navigateurs. Et pour ça, il a fait une preuve de concept. Doom était écrit en C. Il utilisait un compilateur appelé Clang pour compiler ce Doom en C vers un format pivot, le format LLVM, Low Level Virtual Machine. En gros, ce format-là, c'est un format, un pivot de compilation. Il y a des compilateurs de la plupart des langages vers LLVM et de LLVM vers la plupart des systèmes, Windows, Linux, Mac et j'en passe. Et l'idée, c'était donc, si je peux transformer de LLVM vers JavaScript, je pourrais exécuter mon code C dans les navigateurs. Et pour ça, ils ont codé un compilateur EMScripten, c'est ça, un compilateur de LLVM à JavaScript. Ils ont compilé Doom
ils ont joué. C'était pas folichon de 3 frames par seconde, mais ça marchait. Pourquoi c'était pas folichon? Pourquoi il était si lent? Bien parce que JavaScript, c'est un langage très, très dynamique, très, très difficile à optimiser. Et donc, Doom, déjà sur un ordinateur, il est rapide parce que tout est natif, tout est compilé, tout est optimisé. Là, on était sur un navigateur qui exécutait JavaScript. Le moteur n'était pas aussi efficace que maintenant. Mais en plus, exécuter JavaScript sans la moindre optimisation. Par construction, on ne pouvait pas. Se dit, tiens, comment on pourrait améliorer ça? Et ils se sont dit, une année plus tard, si plutôt qu'utiliser JavaScript complet, on limitait les types de choses qu'on peut faire en JavaScript et on se limitait aux fonctions sur lesquelles on peut faire une bonne optimisation. Là, ça changerait peut-être. Et ils ont défini un sous-ensemble de JavaScript, ASM.js. Ce sous-ensemble, il permet une optimisation parce que tu vas avoir une idée de type, parce que tu vas pas pouvoir réassigner des variables. Donc, le compilateur et MScriptem va pouvoir faire un travail d'optimisation beaucoup plus poussé. Et effectivement, là, cette fois, il savait Doom dans le navigateur et il était jouable. C'était la preuve de concept qu'il fallait. Et avec cette technique-là, on pourrait exécuter presque n'importe quel langage sur le navigateur. Et là, il y a l'impossible qui se produit. Ou ce qui se passe très rarement, c'est que les principaux acteurs de web, c'est-à-dire Mozilla, Google et Microsoft et la W3C, se sont mis d'accord pour créer un nouveau standard, le standard WebAssembly. C'était chouette de faire ça sur ASM.js, mais on pouvait aller plus loin. Donc, ils se sont dit, on va créer ce format de bas niveau, cette machine virtuelle, mais garder derrière le même type d'outillage pour pouvoir exécuter de C, mais n'importe quel autre langage qu'on peut traduire à LLVM directement dans les navigateurs. Et c'est de cet effort combiné que vers 2017, WebAssembly a commencé à apparaître dans les navigateurs, sur tous les navigateurs en même temps, et que maintenant, n'importe quel navigateur que vous avez sur votre téléphone, sur votre tablette, dans votre ordinateur, il a déjà une machine virtuelle WebAssembly et il peut exécuter des WebAssembly. Mais je vous ai vendu des WebAssembly côté serveur. Pourquoi cette idée-là? Bien parce que simplement, c'est une super solution et c'est dommage de ne pas l'utiliser. Je m'explique. Mon intérêt pour les server-side WebAssembly a commencé un jour de mars de 2019 quand j'ai lisé un tweet de Solomon Hykes, le fondateur de Docker, que basiquement il disait, mais si WebAssembly, avec toutes les extensions qu'il y a aujourd'hui avec System 2008, en gros, on n'aurait pas eu besoin de créer Docker, on aurait simplement utilisé WebAssembly. Mais waouh! Et la conversation a continué, beaucoup de monde a posé plein de questions, et basiquement, c'est, mais en fait, je ne suis pas en train de dire que c'est un remplacement de Docker, mais au moment où tu peux exécuter ces codes-là dans une machine virtuelle extrêmement légère, c'est un peu dommage de limiter ça au navigateur. Et effectivement, quand on regarde ce qui peut faire WebAssembly, d'un côté, on a des compilateurs capables de compiler vers le bytecode WebAssembly de plein de langages. De l'autre côté, on a une machine virtuelle qui est très, très rapide et efficace, qui est memory safe et sandboxed, qui est ouverte et déboggable. Oui, ça fait partie de la plateforme web, mais il ne dit pas celle même pour le web. Toutes ces caractéristiques-là les rendent très intéressants, comme une version légère d'un container Docker, par exemple. Sauf que plutôt que devoir mettre tout un OS et toute une pile de bibliothèques comme dans une image Docker, que ça fait des mégas, de quelques mégas à quelques centaines de mégas, là on peut mettre une machine virtuelle qui fait quelques kilooctets ou tout au plus quelques mégaoctets selon les fonctionnalités que tu veux dans la machine. Quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus rapide. Si derrière il peut exécuter grosso modo la même chose, ça serait top. Est-ce qu'il peut le faire? Bon, on va voir tout ça. Donc, on va jeter un œil
à quelques features de WebAssembly plus en détail qui ont un énorme intérêt si on veut faire des server-side. La première, c'est une vitesse presque native. Et quand je dis presque native, vous voyez ici dans cette graphique-là, à droite, le vert, c'est l'appli en Rust natif. Et à gauche, les quatre tours à côté, c'est différentes implémentations de WebAssembly compilées de différentes façons, avec de différentes optimisations statiques ou dynamiques et avec de différentes machines. Ok, effectivement, quand on fait des Wasmer avec DIN-ASM, on est 5 fois plus lent ou 7 fois plus lent qu'un natif. C'est pas si mal, mais c'est pas top non plus. Mais regardez, dès qu'on commence à voir des Wasmer c'est un interpréteur WebAssembly compilé avec LLVM ou de WebAssembly CAPI, voilà, on est des ordres de magnitude autour de 1,5 la vitesse de natif. C'est vraiment rapide. Tout ça, s'exécutant sur une machine virtuelle, c'est intéressant. Ensuite, il est super portable. Il y a des implémentations de la machine virtuelle WebAssembly, bien entendu, dans tous les navigateurs. Il y a aussi des implémentations natives qui tournent sur navigateur pour Windows, Linux, Mac, pour Android et iPhone, pour Raspberry Pi et même pour des microcontrôleurs. Ça veut dire que ce que tu compiles à WebAssembly, tu vas pouvoir l'exécuter partout. Partout, des plus petits microcontrôleurs à ton navigateur en passant directement par ton laptop. Ça, c'est une autre feature intéressante. Comme je vous disais, il est facile à déboguer parce que oui, c'est un format bytecode, mais à chaque fois qu'on le compile, on génère à côté un format boîte, WAT. Ce format-là, c'est un format textuel, WebAssembly Textual Format, qui permet, donc c'est un format qui rappelle à des pseudocodes dans le langage à pile. C'est assez facile à lire une fois qu'on s'est habitué. Il te permet parfaitement de déboguer ton programme quand il s'exécute. Ensuite, comme je vous disais, il est memory safe, il est dans un environnement sandboxé. Ça veut dire que tu vas pas avoir des risques de buffer overflow qui va faire qu'il sort de son endroit. Tu vas pas, non. Par défaut, déjà, il peut pas du tout sortir de la sandbox, même pour faire un appel réseau, même pour lire un fichier. C'est à toi de l'indiquer qu'est-ce que tu le donnes comme permission à ton programme WebAssembly. Donc, c'est très intéressant quand tu vas l'utiliser dans un environnement mutualisé, par exemple, ou pour exécuter des codes avec des dépendances que tu n'es pas 100% sûr, quoi. C'est-à-dire la plupart des dépendances open source, si on veut être réaliste. On peut les coder en plein de langages différents, et il y a plein d'autres qui arrivent. Alors, tout ça que je raconte, ça a l'air super, ça veut dire que c'est une solution merveilleuse qui n'a aucun problème. Bien, non, soyons honnêtes. Il y a encore quelques inconvénients. Et je dis bien encore parce que la plupart de ces inconvénients sont liés au fait que c'est une plateforme jeune et qu'il y a certaines choses qui ne sont pas encore aussi sèches qu'on ne voudrait. Mais elle grandit très très vite. Donc, dans quelques mois, une bonne partie de ce que je vais vous dire sera pas un problème. Allez, on va commencer. D'abord, les types natifs qui sont très limités. En fait, c'est 4 types numériques, D entier et D à virgule flottante. Pourquoi? Parce que quelque part, il faut pouvoir compiler plein de langages différents vers ce format bytecode. Et donc, ils ont pris quelque part le minimum commun dénominateur, les entiers. Et tous les autres types de tous les langages sources vont être mappés à ce type-là. Ça veut dire que si tu as un string en C, quand il va compiler, il va être traduit en WASM à une suite d'entiers qui représentent les bytes. Un objet en TypeScript, il va être sérialisé et désérialisé. Normalement, ça ne pose pas beaucoup de soucis parce que vous n'allez pas travailler avec ce type-là. Il y a un cas, c'est quand on veut partager des données avec l'extérieur. Souvenez-vous, je vous avais raconté que c'est une solution sandboxée.
Donc, tout est fermé par l'extérieur. Comment on fait pour envoyer des données d'entrée et récupérer des données de sortie, par exemple? On fait ça en utilisant une mémoire spécifique pour ça, une mémoire linéaire partagée entre WebAssembly et le moteur JavaScript qui l'appelle. En cette mémoire linéaire, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre des types natifs WebAssembly. Donc, si j'ai envie d'appeler une fonction WebAssembly et l'appeler avec un string comme paramètre, il faudrait que je sérialise cette string-là, je le mette dans la mémoire partagée, et ensuite, quand WebAssembly a fini, il va reprendre, comme vous voyez ici, il va mettre la réponse sérialisée dans la mémoire partagée de laquelle le moteur JavaScript va pouvoir la récupérer. Et donc, dans cette opération-là, c'est là où on va devoir, côté JavaScript, faire la sérialisation et désérialisation de ce qu'on veut envoyer. C'est un peu embêtant, mais il y a une solution qui arrive. Il y a une solution qui commence déjà à être implémentée dans certaines machines, que c'est les interface types. En gros, on va définir un dictionnaire, une table de traduction de comment on fait pour convertir une chaîne en C à de WebAssembly ou un entier en Rust à WebAssembly ou un objet en TypeScript à WebAssembly. Et on va indiquer quels sont les bons types qui vont avec. Et avec ça, nous, on ne va pas avoir besoin de faire la sérialisation à la main. Au moment où notre WebAssembly, il sait que si on le donne une string en entrée, il va devoir la sérialiser d'une certaine façon, c'est lui qui va faire et pas nous. En gros, on va normaliser les échanges entre les différents langages de WebAssembly pour ne pas devoir faire des spécifiques de la sérialisation manuelle à chaque fois. Mais ici, dans cette adresse-là, vous allez trouver une explication très claire de comment ça marche. Un autre problème lié au sandboxing, comme je vous disais, c'est qu'il n'y a pas d'accès externe. Donc, par conception, toute la communication se fait en utilisant la mémoire linéaire. Oui, jusqu'à là, c'est cool, mais comment je fais si j'ai envie de lire un fichier depuis WebAssembly ou d'aller faire un appel HTTP? En général, la première réponse est non. Ça le fera dans le moteur JavaScript qui entoure ça, parce que ce n'est pas le rôle de WebAssembly. Mais ce n'est pas satisfaisant, surtout quand on parle de l'utiliser de façon standalone pour des backends. Et c'est là qu'il y a une autre solution qui est en cours d'implémentation, que c'est WASI, WebAssembly System Interface. Basiquement, c'est une façon de normaliser l'accès à des ressources fichiers dans le sens POSIX, donc peut-être aussi, non, pas peut-être, aussi des appels réseau, par exemple, depuis WebAssembly. Avec un modèle restrictif par défaut, tout est fermé et le programme va demander des permissions en se lançant. Un peu sur le modèle d'une application Android. En gros, nous, on va dire qu'est-ce qu'on autorise à faire en termes d'accès extérieur à notre WebAssembly. Donc, voici, il marche déjà dans certaines implémentations de WebAssembly et ça aide à le rendre une solution crédible, surtout dans ce côté-là d'utilisation serveur dont on parlait dans ce talk. Une autre chose, c'est que oui, à la base, ça s'exécute dans les navigateurs avec un paradigme monothreadé. Et toutes les opérations sont des opérations scalaires, c'est-à-dire item à item. Donc là, si on veut faire 3 additions, on va faire la première, A1, B1 égale C1, AD, BD égale CD, et ensuite la troisième, A3, B3 égale C3. C'est tout sauf efficient. Ce qui serait cool, c'est pouvoir faire des opérations vectorielles, un peu comme une carte graphique. En gros, si on a 3 additions, je vais créer une matrice avec les 3A, une autre avec les 3B, et je vais faire une seule opération de somme. Là, ça serait efficace. Bien, pour le moment, nativement, ce n'était pas possible, mais la solution existe et elle est déjà implémentée dans certaines machines comme dans Wasmer. C'est le Single Instruction Multiple Data. En gros, on va regrouper, comme je vous disais, et faire des opérations vectorielles. Comme ça, l'efficacité, l'efficience de WebAssembly, qui est déjà assez grande,
va pouvoir encore s'implémenter dès qu'on doit travailler avec beaucoup de données. Les monothreadés, il y a des solutions qui se profilent dans l'horizon, les WASM threads. L'idée, c'est d'utiliser quelque chose d'équivalent au web worker et utiliser la mémoire linéaire comme sont des champs entre eux. Donc, on va pouvoir passer à un paradigme concurrent. Même si pour beaucoup, ils pensent que ça n'a pas tellement sa place dans le web, mais pour une utilisation back-end, c'est fort important d'avoir ce paradigme qui accepte la concurrence, qui accepte l'exécution en parallèle. Et il y a même une autre chose qui manque, surtout pour implémenter certains langages très populaires comme Java, c'est un garbage collector et la gestion des exceptions. Ça tombe bien, il y a des projets qui travaillent sur les garbage collectors et la gestion des exceptions. Donc, théoriquement, peut-être l'année prochaine ou l'année d'après, on pourra exécuter des Java en WebAssembly. Comme vous voyez, la plateforme est encore jeune. Il y a plein de choses qui se passent autour, plein d'évolutions. Pour moi, c'est le moment idéal pour se lancer justement pour ça. Il y a une effervescence, il y a encore plein de choses à faire, mais c'est déjà assez mûr pour pouvoir faire des trucs intéressants dans la vraie vie et pouvoir beaucoup s'amuser avec. Et comment on fait ça? Comment, si vous voulez tester ça, vous allez pouvoir le faire ce soir quand le volcan finira, par exemple? Bon, je vais vous parler d'abord de ce qui a fait la Bytecode Alliance. La Bytecode Alliance, c'était un des pionniers en sortir WebAssembly des navigateurs. Et c'est une alliance formée par des gens très différents. Il y a Mozilla, parce que pour eux, WebAssembly, ils ont mis tout leur poids sur WebAssembly depuis le début. Il y a Fastly. Je pense que maintenant, vous savez qui est Fastly. Il y a peut-être un mois et demi, moins de monde le savait. C'est un des plus importants CDN au monde. Et aujourd'hui, si Fastly n'est pas là, il y a la moitié d'Internet qui n'est pas là, comme on a pu voir les 8 juin quand Fastly a été hors ligne pendant une heure. Il y a Intel, il y a Red Hat. Et tous ces acteurs-là ont intérêt à que WebAssembly marche pour des raisons différentes. Pour Fastly, on le verra plus tard, mais ils veulent l'utiliser comme plateforme pour faire des serverless et côté CDN. Intel parce que ça permet de proposer des puces et des microprocesseurs et des microcontrôleurs qui sont très efficaces. Et aussi parce que leur division soft a un intérêt à pouvoir avoir une plateforme universelle pour exécuter des codes, qui va des microcontrôleurs jusqu'aux gros ordinateurs. Red Hat, il croit aussi beaucoup dans cette approche-là. Et donc, ces Bytecode Alliance, ils ont fait plusieurs projets. Wasmtime, Credlift, Whammer, Lucet, Narc. On va voir certains d'entre eux. Le premier, c'est Wasmtime. Wasmtime, c'était le runtime de référence pour WebAssembly hors les navigateurs. En gros, on l'installe sur son Linux, sur son Mac, et ensuite, on va pouvoir écrire un programme en C, en Rust, en ce qu'on voudra, le compiler en WebAssembly et l'exécuter en ligne de commande. Basiquement, c'est un interpréteur en ligne de commande de WebAssembly, comme la JVM, mais version WebAssembly. Il est assez complet. Il était que pour Mac et Linux, c'était sa principale limitation, et surtout, il a prouvé que c'était possible de le faire et le faire d'une façon efficace. CraneLift. CraneLift est un compilateur, un générateur de code qui va nous permettre de compiler WebAssembly d'une façon très efficace et très optimisée. Et donc, par exemple, Wasmtime, à l'intérieur, il utilise CraneLift pour faire la compilation just in time et générer un code qui soit le plus efficace possible. Whammer, WebAssembly Micro Runtime, c'est une autre machine virtuelle, très différente de Wasmtime. Pourquoi? Parce qu'il est extrêmement petit. 85 kilos,
même 50 kilooctets pour la version qui ne fait pas de la compilation just in time, et qui utilise très peu de mémoire. Donc, c'est idéal pour tous les environnements où on est sévèrement limité. En gros, l'idée c'est d'avoir une footprint très très petite qui nous permet d'exécuter WebAssembly un peu partout. Lucet. Lucet, c'est un compiler et runtime pour WebAssembly. Il travaille avec CraneLift et à la base d'un projet de Fastly, le projet Terrarium. Donc là, c'est un peu la version Fastly des outils, très adaptée à ce qu'ils veulent faire, c'est-à-dire à une utilisation comme une plateforme serverless côté back-end, dont la vitesse et la faible consommation de mémoire sont un atout. Bref, toute une série d'outils qui vont permettre de tester les concepts. Par contre, si vous voulez les tester vous, chez vous, demain, ce n'est pas les outils que je vous recommanderais. Je vais vous parler d'autres, peut-être un peu moins connus, quoique, mais surtout beaucoup plus simples pour moi à mettre en place et qui permet de tester dans une variété d'environnements assez sympas et avec quelques fonctionnalités extra que je trouve vraiment intéressantes. Alors, on va voir certains de ces autres runtimes. Wasmer. Wasmer, c'est pour moi la meilleure façon d'exécuter aujourd'hui des WebAssembly dans un ordinateur. En gros, c'est une machine virtuelle qui tourne dans n'importe quel OS, Windows, Linux, Mac, et qui permet d'exécuter des codes WebAssembly. Et en plus, avec quelques fonctionnalités extra. Déjà, à la base, c'est léger, c'est très très rapide. Il implémente OASI. Donc, ça veut dire que toutes les fonctionnalités pour lire et écrire des fichiers, des réseaux et tout ça sont incorporées. Les WebAssembly System Interface dont je vous parlais. Donc, on a tous les bons côtés de la sandbox, mais avec la possibilité de sortir et donc d'exécuter de vraies applications, des fonctions qui vont lire ou écrire dans un fichier, par exemple. Même chose pour les côtés d'exécuter des instructions en parallèle. Il est déjà implémenté. Il est multiplateforme Windows, Linux, Mac et il accepte de différents compilateurs. Les compilateurs par défaut, c'est LLVM ou sinon on peut utiliser CraneLift, le compilateur de la Bytecode Alliance on a parlé ou d'autres. Donc, jusqu'à là, ça serait déjà intéressant. Ils sont très actifs sur GitHub, ils communiquent pas mal sur Twitter, mais ils sont aussi toute une galaxie de projets à côté. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Il y a le WebAssembly Package Manager. En gros, c'est l'équivalent WebAssembly de NPM, WAPM. Ça nous permet d'installer et d'exécuter des paquets qui sont dans un registre qu'ils maintiennent aussi. Disons que, par exemple, si je vous dis, allez, vous m'installez, vous m'exécutez Nginx, un serveur web Nginx sur votre ordinateur maintenant, certains voudraient installer les paquets pour leur Linux ou pour leur Mac. D'autres penseraient mettre un Docker. Il y a une troisième voie. C'est installé via WebAssembly, parce que dans le registre WebAssembly de Wasmer, il y a un paquet Nginx qui permet de télécharger de le WAPM install Nginx, boum, il va nous l'installer notre petit serveur web. Et ensuite, pareil, on va pouvoir l'exécuter. Sauf qu'il va être beaucoup plus petit que l'équivalent Docker, par exemple. Mais tu peux faire ça aussi pour des petites utilités comme Causey que vous voyez là. C'est la petite utilité pour vous dessiner une bâche en ASCII qui dit ce que vous voulez, ou pour des utilités beaucoup plus sérieuses. Donc, des moments où ça existe et c'est compilé vers WebAssembly, il va être dans les registres, vous pouvez l'installer et l'utiliser. Mais si vous ne voulez pas l'installer, vous voulez l'utiliser quand même en ligne pour voir qu'est-ce que ça fait, il y a WebAssembly SH, un shell en ligne de WebAssembly dont toute l'exécution se passe dans les navigateurs et là, vous pouvez installer les paquets, les exécuter, etc. Donc,
quand on veut commencer à travailler sur le côté back-end de WebAssembly, ça devient vraiment intéressant pour voir comme d'autres font pour tester et tout ça. Mais il y a aussi d'autres composants intéressants. Wasmer.js. Wasmer.js, il va nous permettre, il va faire le pont entre JavaScript et WebAssembly pour faire des appels voici et donc appeler des fonctions natives de OS. En gros, il va nous donner un support natif à notre JavaScript. Après, il y a aussi WASI-Env qui nous permet de faciliter l'adoption d'autres langages en WASI. Bref, il y a toute une galaxie de projets et d'autres qui arrivent tout le temps qui fait que Wasmer n'est pas seulement un outil, c'est un écosystème complet. Pour moi, ça c'est un énorme pas en avant. Dans l'autre spectre, il y a WASM3. C'est une machine virtuelle extrêmement petite, peut-être pas la plus rapide, mais quand même la plus rapide parmi les interprétés, à peine 12 fois plus lente que l'exécution purement native, mais qui peut s'exécuter partout. En fait, c'est tellement petit, 64, c'est tellement petit que ça s'exécute dans des machines qui ont à peine 10 kilobytes de RAM. Ça veut dire que tu peux l'exécuter en Windows, Linux, Mac, etc., en Android, en iOS, dans un pauvre routeur qui a le spec OpenWRT, dans ton Raspberry Pi, bien entendu, mais aussi sur des Arduino, des CSP8266, bref, dans la plupart des devices, et bien entendu dans les navigateurs. Tu peux même l'exécuter à l'intérieur de WASM3. Il peut faire de self-hosting. C'est plutôt un gadget, mais ça montre que c'est une implémentation vraiment complète. Bref, WASM3, tu ne vas pas l'utiliser pour la vitesse, mais tu vas l'utiliser pour pouvoir exécuter ton WebAssembly littéralement partout. Et si tu aimes bien l'IoT, imagine-toi cette façon-là de mettre sur ton Arduino des codes que tu as codés avec n'importe quel langage, ou d'utiliser les mêmes bibliothèques pour un traitement de données, par exemple, dans ton Arduino, dans ton Raspberry Pi ou dans ton Linux, dont la seule chose qui changerait, c'est la vitesse à laquelle tu traites les données ou le volume de données que tu traites, mais tu n'aurais pas à recoder les choses. Donc, WASM3, bien entendu, il supporte WASI, donc il va pouvoir lire et écrire les données. Il est multiplateforme qu'on en a vu. Il y a les côtés un peu Inception d'être capable de s'exécuter sur lui-même, que s'exécute sur lui-même, que s'exécute sur lui-même. Et ils sont aussi assez actifs sur GitHub et avec un compte Twitter que je vous conseille de suivre pour avoir les dernières nouveautés. Et il y a même une implémentation de WebAssembly qui tourne sur GraalVM, GraalWasm. En gros, GraalVM, c'est une nouvelle, ça, maintenant 2 ans, mais on va dire encore nouvelle, une nouvelle machine virtuelle Java. Une machine virtuelle Java très efficace qui permet de faire des trucs assez sympathiques, comme par exemple la compilation de Java vers les codes natifs, mais qui permet maintenant d'exécuter WebAssembly. Donc, ça veut dire que tu pourrais exécuter ta petite bibliothèque en C depuis Java ou ta petite bibliothèque en Rust depuis Java sans devoir la recoder en Java. Et là, c'est vraiment intéressant. Ça ouvre énormément de portes pour réutiliser des codes qui n'est pas fait en Java d'une façon plutôt propre. Ou mieux encore, Kubernetes, c'est le hype depuis 2 ou 3 ans. Imaginez si en Kubernetes, plutôt qu'exécuter des containers Docker qui sont dans des pods, le tout pour exécuter peut-être une fonction, que ce qu'ils font la plupart des solutions serverless, ils vont avoir un Docker avec un système d'exploitation, ensuite les bibliothèques qui vont bien, ensuite une petite fonction en Python qui fait 3 lignes. C'est quand même le truc pas super efficace. Est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser WebAssembly pour ça et remplacer ces containers Docker qui tournent dans les pods par une machine virtuelle WebAssembly que pour exécuter notre petite fonction, il va être beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Bien, ça c'est l'idée. Il y a un projet open source qui s'appelle Cruzelet pour créer un kubelet en Rust pour exécuter directement WebAssembly.
sans utiliser Docker. Le projet il est encore jeune, mais la communauté est assez active. Ils sont un channel dédié dans les Slack de Kubernetes, ils font des appels toutes les semaines. Et pour moi, c'est une des choses assez intéressantes qui va arriver dans la galaxie Kubernetes dans les quelques mois à venir. Donc voilà, on peut exécuter des WebAssembly vraiment partout, de ton microcontrôleur jusqu'au gros cluster Kubernetes, à chaque fois d'une façon adaptée. Mais là, il nous manque peut-être quelques exemples dans la vie réelle. Je crois qu'il me reste quelques minutes. On va voir ça. D'abord, il y a Cloudflare. Cloudflare il est une plateforme de fonctions as a service, une plateforme serverless appelée Cloudflare Workers. Et dans ces Cloudflare Workers, ils peuvent utiliser directement des WebAssembly. Il y a des articles qui expliquent très bien l'idée, mais c'est comme on a vu. Pour ce type de plateforme, Cloudflare, c'est un grand CDN. Ce qui les intéresse, c'est pouvoir exécuter au même endroit qu'ils sont la partie CDN, donc en proximité, les côtés serverless, que les requêtes pour les fonctions as a service ne sont pas obligées à remonter jusqu'au data center de la boîte qu'il y a derrière, mais qui puissent être traitées et répondues directement au niveau des CDN, beaucoup plus rapidement, sans devoir faire le tour de la planète d'une façon plus efficace. Et pour ce type d'utilisation, WebAssembly propose plein d'avantages en termes de scalabilité, en termes de réduire l'utilisation des ressources, etc., etc. Et donc, ils sont utilisés à scale et WebAssembly pour construire ces plateformes Cloudflare Workers de Function as a Service. Je vous recommande les deux articles, ils sont vraiment intéressants et il y a d'autres encore plus récents. Il y a Fastly qui fait grosso modo la même technologie. C'est toujours cette idée de edge compute, de ne pas avoir besoin de remonter jusqu'au data center pour ces requêtes-là qui peuvent être répondues directement dans les edges d'Internet en bordure. Donc, et aussi, ils ont pas mal d'articles sur les compute as edge, que c'est leur façon d'appeler ce concept-là. Il y a par exemple, voilà, comme on a fait un environnement serverless pour des computes, et ils s'intéressent au sujet depuis longtemps. Comme je vous disais, c'est un des membres fondateurs de la Bytecode Alliance. Et il y a nos amis de Clever Cloud, pour faire le cocorico à la fin. Et aussi, ils sont en train de travailler sur une plateforme FAS basée sur WebAssembly. Le talk de Quentin que je vous montre là, c'était un des premiers qu'il avait fait. Il y a depuis d'autres qui ont été faits. Et en gros, c'est déjà utilisé dans des projets internes. Bientôt, ça va pouvoir s'utiliser pour des projets externes. Ça va être le cœur de leur offre Function as a Service. Et les premiers retours qu'ils ont en termes de performance, ce qui est plutôt voire très intéressant pour ce type de use case. Je n'ai pas beaucoup plus de temps, donc je pense que je vais devoir m'arrêter là. En tout cas, si vous avez des questions, c'est maintenant le moment. Et si vous avez des commentaires ou vous voulez plus d'informations, vous pouvez toujours me pinguer par Twitter, par exemple, et je me ferai un plaisir de discuter, d'échanger avec vous. Merci beaucoup.